formation et j'ai un bureau d'études qui s'appelle Freyo qui travaille sur les sujets de conception bioclimatique, de prise en compte du climat dans la conception en architecture. Et j'ai aussi un passé de recherche, j'ai fait une thèse sur ces sujets en urbanisme. Donc voilà, je parlerai un petit peu de travaux de recherche aussi, parfois plus anciens, sur ces sujets liés à la chaleur. Pour passer les slides, c'est comme ça. Du coup, pour me présenter, ça, c'est les types de travaux que je peux faire. Un des sujets, aujourd'hui, je vais vous parler donc des questions d'adaptation au changement climatique dans les villes. Et un des travaux un des travaux que je peux faire en tant que bureau d'études, c'est justement de faire ce qu'on appelle des simulations microclimatiques. C'est-à-dire, on va étudier, par exemple, l'exposition des villes, l'exposition au soleil, le confort thermique, des choses comme ça, sur la base de simulations qui vont être faites ensuite pour informer, on va dire, dans les projets de conception. J'essaye aussi d'accompagner le plus possible les concepteurs, c'est-à-dire d'aider dans l'aménagement, dans la rénovation, à transformer les bâtiments, à les adapter. Et une des problématiques que j'ai, c'est aussi d'intégrer les questions de prise en compte du climat à toutes les échelles. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème dans le monde du bâtiment, c'est qu'on a une segmentation des compétences qui font que l'urbaniste ne va jamais parler, par exemple, je sais pas, un bureau d'études thermiques. L'idée, c'est d'arriver à faire parler toutes les échelles, parce que dans des questions de prise en compte, notamment d'adaptation à la chaleur, il faut pouvoir en fait naviguer entre les différentes échelles. Et j'essaie aussi de vulgariser, de parler de ces sujets de bioclimatisme par l'intermédiaire de livres ou de publications sur les réseaux sociaux. Pourquoi s'intéresser au climat? On a un aspect qui est purement, on va dire, pécunier. Alors, on est en train de vivre une vague de chaleur, je pense que vous le sentez dans cette salle. Moi, j'ai ramené mon système de rafraîchissement favori, l'éventail. Mais on a aussi une problématique liée à la consommation d'énergie des bâtiments, que ce soit en hiver comme en été. Ici, c'est la part de consommation des appartements à gauche et des maisons à droite, et vous voyez la part de chauffage encore qui est une part de consommation d'énergie qui est hyper importante, et avec l'augmentation bien sûr des besoins de rafraîchissement en période estivale. On a un autre problème, qui est un problème d'ordre culturel, qui je pense va vous intéresser aussi, c'est que sous l'effet de l'industrialisation, on a eu une perte de diversité de paysages architecturaux. Ici, vous avez différentes constructions traditionnelles qu'on peut trouver en Indonésie, en Hollande, en France, dans plein de pays. Alors, plus ou moins traditionnelles, parce que la France, c'est pas que ça, on est d'accord. Mais on avait une diversité architecturale, et aujourd'hui, sous l'effet de la mondialisation et de ce qu'on appelle le style international, on est passé à ça. C'est-à-dire des boîtes en verre qu'on peut voir en Indonésie, au Brésil, à Paris, voilà, un peu partout, quoi. Ces boîtes en verre, bien sûr, qui peuvent être maintenues dans des conditions d'habitabilité qu'à grand renfort d'énergie abondante, de climatisation, je vous passe le truc. Et aussi une perte de culture associée aux métiers qui permettaient de travailler, qui permettaient de construire ces bâtiments. Aujourd'hui, vous avez des plans qu'on peut répliquer à toutes les échelles avec des matériaux qui existent maintenant, qui sont mondialisés aussi. Et ça, c'est un problème aussi du point de vue culturel, à mon sens. Autre chose, je ne vous refais pas le constat, on l'a déjà eu un peu hier, le changement climatique avec tous ses impacts, les précipitations, les vagues de chaleur, etc., les canicules. Vous savez que maintenant, en fait, on se demande même si la notion de canicule est pertinente, puisqu'en fait, là, on vient de sortir une canicule, on va re-rentrer en canicule. Donc bientôt, l'été sera juste caniculaire, en fait, ça va être comme ça. Donc il y a des sujets sur les effets de changement climatique avec les impacts associés. En termes de présentation, donc je vais vous parler un petit peu de mes problématiques, qui sont celles de l'îlot de chaleur et de ses impacts, l'îlot de chaleur urbain. Ensuite, je vous parlerai donc des questions d'exposition à la chaleur en parlant du cas d'une étude faite à Arles. Et après, je vous parlerai du travail qui est en cours actuellement avec la mairie d'Arles pour essayer d'adapter la ville à la chaleur. Donc l'îlot de chaleur urbain et ses impacts. Alors, l'îlot de chaleur urbain, c'est un terme qu'on a déjà entendu, enfin vous avez peut-être déjà entendu plusieurs fois. Ça désigne le fait que les températures de l'air soient globalement plus élevées dans les zones urbanisées que dans les zones rurales. Donc c'est vraiment une différence de température de l'air. Ça, c'est hyper important. Ce terme d'îlot de chaleur, en fait, il vient de l'anglais heat island, et si vous voulez, il vient d'une analogie entre les courbes de niveau qu'on peut observer sur une île, que vous avez juste à gauche. Quand on regarde une île, en fait, en regardant les courbes de niveau, ça fait cette espèce de cercle concentrique, et les isothermes qu'on peut observer quand on regarde les températures au sein d'une ville. Et en fait, le terme de island, il vient de ce truc-là, de cette analogie. Ça, c'est important parce qu'en urbanisme, on a le terme d'îlot qui désigne en fait le bâtiment découpé à l'échelle d'une parcelle. Et en fait, l'îlot de chaleur, c'est pas ça, c'est une analogie, je vous dis, entre des courbes de niveau et des isothermes. Ça lève aussi des ambiguïtés sur ce terme d'îlot de chaleur sur lequel je vais revenir.
Une chose aussi importante, c'est que l'îlot de chaleur, on peut se dire, bah oui, dans une petite ville comme Port-Vendre, bon, la proximité avec la mer va aussi jouer, c'est un peu plus complexe, mais en gros, on peut se dire qu'une petite ville va être moins exposée au phénomène. Alors c'est partiellement vrai. Des travaux des années 70 montrent qu'en gros, l'intensité de l'îlot de chaleur, donc en gros, le maximum de température, de différence de température entre la ville et la campagne, dépend de la population. C'est le graphique que vous avez juste à gauche. En gros, plus une ville va être peuplée, plus l'intensité de ce phénomène d'îlot de chaleur dans les régions, les climats tempérés, va être important. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres types de climats pour des questions d'urbanisme, de nébulosité, de plein d'autres choses. Mais en tout cas, dans nos climats tempérés, en première approximation, plus une ville va être peuplée, plus l'intensité de l'îlot de chaleur urbain va être importante. Pour comprendre vraiment ce qu'est ce phénomène d'îlot de chaleur urbain, il faut décomposer ce qui se passe la journée, en haut, de ce qui se passe la nuit, en bas. Et il faut décomposer aussi deux espaces. À gauche, vous avez un espace rural, non anthropisé, et à droite, un espace fortement anthropisé, ce qu'on appelle une ville. Ce qui se passe sur la partie gauche, donc si on s'imagine une forêt, une prairie, ou voilà, on va dire une prairie aussi en bonne santé, hein, parce que comme a dit Cédric, il y a des questions aussi de sol qui jouent aussi énormément. Mais en gros, quand vous avez de l'ensoleillement qui tombe sur cette prairie, cette forêt, vous avez normalement, s'il n'y a pas de stress hydrique, une grande part de la chaleur absorbée par les végétaux qui va être transformée, convertie en chaleur latente par l'évapotranspiration. C'est les flèches bleues que vous voyez tout en haut à gauche. Cette évapotranspiration, elle va contribuer comme ça à limiter l'élévation de température des végétaux. Et en première approximation, on peut dire qu'une feuille, la sous-face d'une feuille d'un végétal, elle reste grosso modo à la température de l'air. En ville, de l'autre côté, vous avez la même quantité d'ensoleillement qui va tomber, sauf que la minéralité de la ville va faire que cette chaleur va être accumulée dans les matériaux. Il va avoir une capacité thermique plus importante, et la géométrie de la ville aussi, qui fait comme des espèces de redans comme ça, va faire que l'ensoleillement va se réfléchir d'une façade à l'autre, va être piégé aussi dans des ruelles un peu plus profondes, ce qu'on appelle des rues canyons, et les échanges de chaleur vont être contraints par cette rugosité urbaine. Vous avez aussi une moindre ventilation, ça j'en parlerai un petit peu peut-être après, mais en gros, une ville, les vitesses de l'air en ville sont diminuées de 20 à 30% par rapport à une campagne. Donc cette chaleur-là va être accumulée. Et donc si on regarde ce qui se passe la nuit, la campagne, vous avez aussi une grande ouverture au ciel, donc il y a un refroidissement qui va être fait par rayonnement, la chaleur va rayonner vers le ciel, tandis qu'en ville, cette rugosité, cette forme urbaine, va faire que la chaleur va avoir du mal à se dégager, les surfaces vont contribuer à réchauffer l'air, et en plus on aura du mal à décharger cette chaleur. Et donc l'effet d'îlot de chaleur urbain, c'est essentiellement un phénomène nocturne, c'est-à-dire c'est la nuit, par exemple à Paris c'est à 5 h du matin qu'on peut observer une différence de température entre Fontainebleau qui va être à 9 degrés et le centre de Paris qui va être à 18 par exemple. L'intensité d'îlot de chaleur, ça peut être jusqu'à 8, 9, 10 degrés parfois. En moyenne, c'est plutôt 2 à 4 degrés. Pour bien comprendre une autre illustration, il faut distinguer donc, ce qui va se passer le jour de la nuit. Ici, vous avez les deux courbes. Et il faut distinguer ce qu'on appelle les températures de surface, c'est les traits pleins, et les températures de l'air, c'est les traits en tiré. En fait, en journée, vous avez des surfaces qui vont plus ou moins surchauffer. Si vous laissez par exemple un bout de tôle noir au soleil, il va monter en température, il va surchauffer. Sauf que ce bout de tôle, la nuit, il va se refroidir très vite. En fait, il ne va pas contribuer à l'îlot de chaleur. Donc ce qu'il faut regarder vraiment quand on s'intéresse à l'îlot de chaleur, c'est la différence de température de l'air. Et ça, la nuit, on se rend compte qu'elle suit plus ou moins en fait, la température de surface. Donc ce qui est important, c'est qu'il y a plein de médias qui souvent font des mesures de température la journée en disant regardez, cette surface noire, elle monte à 70 degrés. En fait, ce n'est pas significatif sur les questions d'îlot de chaleur. On regarde d'autres choses, on regarde la température de l'air plutôt. Autre point important qui me paraît essentiel, c'est de distinguer aussi les échelles des phénomènes climatiques. Un des premiers trucs, c'est que souvent, en fait, les climatologues distinguent 4 grandes échelles de climat. On a d'abord le climat global, celui qui va être étudié par les grands modèles de circulation atmosphérique. C'est celui qui détermine des grandes circulations. On a un climat qui est le climat régional. Par exemple, moi, je suis de Méditerranée, on a un climat méditerranéen qui va être différent d'un climat qu'on va avoir dans les Pyrénées, par exemple. Donc ça, c'est une échelle plutôt milliers de kilomètres. On a un climat local, par exemple, un climat de Perpignan qui va être différent du climat qu'on va avoir à Carcassonne. Et nous, en tant qu'individus, en tant qu'animaux, on vit dans des microclimats. Et ça, c'est en tant que concepteur, en tant qu'urbaniste, architecte, mais aussi en tant qu'agriculteur ou agronome, on travaille sur des microclimats, on travaille sur des plus petites échelles. Et le vrai problème, quand on parle de lutte contre l'îlot de chaleur urbain, en fait, généralement, l'îlot de chaleur urbain, il se déploie à l'échelle d'une métropole, donc à grande échelle. Et en fait, nous, en tant que concepteurs, on va travailler qu'à plus petite échelle. Et ça, c'est problématique, parce que si je veux vraiment lutter contre l'îlot de chaleur d'une ville, j'ai juste à remplacer cette ville par une forêt. Et là, j'ai lutté contre l'îlot de chaleur, on est d'accord.
Sauf qu'en pratique, c'est pas possible, hein, je peux pas raser Paris et mettre une forêt, donc je travaille à plus petite échelle, sur des points de fraîcheur, sur des choses beaucoup plus petites. Et là est la vraie difficulté, c'est que quand on parle de lutte contre l'îlot de chaleur, en fait, on se bat pas à armes égales entre voilà, l'îlot de chaleur qui existe et nous, les concepteurs, qui devons transformer la chose, quoi. Il y a aussi d'autres choses qui sont importantes qui jouent sur l'îlot de chaleur. Vous avez des effets de brise qui vont exister en ville, notamment sous l'effet de l'îlot de chaleur. On a comme des brises de mer et des brises de terre, mais qui se jouent entre la ville et la campagne. Donc il y a plein de phénomènes microclimatiques qui vont aussi jouer sur ce qu'on appelle le climat urbain de la ville. Ça, je ne rentre pas dans le détail. On a aussi, donc ça je voulais évoquer, des questions de rugosité urbaine qui vont jouer. On pourrait dire, bah oui, il n'y a qu'à ventiler en fait, le plus possible les villes, sauf que en fait, la rugosité de la ville va faire que les profils de vent vont être modifiés. En bas, vous avez ici des profils de vent, les vitesses de vent en fonction des types de sols. Sur des sols très lisses, typiquement une mer, vous avez des profils de vent très élevés, enfin des vitesses de vent très élevées proches du sol. Quand on est en ville, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que la rugosité va bloquer d'une certaine manière la circulation de l'air. Ça va jouer aussi sur les concentrations de polluants, de pollution. Voilà, il y a des effets de recirculation dans les villes qui font qu'on a des concentrations de polluants dans les coins, qui sont généralement les coins où passent les piétons, hein, malheureusement. Donc ça joue aussi sur d'autres paramètres sanitaires. Je ne suis pas spécialiste des questions de qualité de l'air, mais c'est un truc important à évoquer. Et puis, on a des impacts sanitaires de la chaleur liés au phénomène d'îlot de chaleur. Bon, on parle de la canicule de 2003, maintenant, ça devient un peu régulier. On a eu 2022, on en aura d'autres, on en a encore aujourd'hui. Et sur ça, sur les questions de surmortalité, je vous ai donné ici un article de 2018 sur la canicule de 2003. Vous voyez tout en haut à droite, là sur le graphique, le nuage de points, en fait l'intensité de l'anormalité de température qu'on a eu en France pendant la canicule de 2003. Donc on est vraiment sur un phénomène qui est exceptionnel pour la France. Et juste à gauche, vous avez des graphiques qui montrent l'évolution de la température. Donc en haut, la température en milieu l'UTCI. L'UTCI, c'est un indicateur de confort. L'humidex, ça va croiser l'humidité et la température. Et le diagramme en barre tout en haut, c'est la surmortalité. Ce qu'on voit qui est hyper intéressant, c'est que vous voyez que le pic de surmortalité, ce qui est montré avec la flèche, arrive à la fin de la période caniculaire. Ce qui est très étrange. Pourquoi c'est étrange? Parce qu'on pourrait dire, tiens, quand la chaleur arrive, en fait, c'est là qu'on a le plus de surmortalité. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Les épidémiologistes vous disent que, en gros, la surmortalité, elle vient en fait, au bout d'un certain temps, à partir du moment où en fait, la fatigue se cumule chez les personnes, et donc on a en fait un effet de surmortalité qui arrive plutôt en fin de période caniculaire. Et ça, c'est un sujet voilà, qui est un gros problème quand on s'intéresse aux effets, aux impacts sanitaires de la chaleur. Donc, pour essayer d'illustrer un peu plus la chose, je voulais prendre le cas d'une étude que j'ai faite avec des collègues à Arles pour les questions justement d'exposition à la chaleur. Donc Arles, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une ville méditerranéenne qui est assez remarquable par son patrimoine, et c'est une ville qui est protégée par ce qu'on appelle un PSMV, un plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. Et ce PSMV, en fait, c'est un règlement qui est extrêmement strict, qui va, en gros, régir tout ce que vous pouvez faire ou ne pas faire dans une ville. Et en fait, on ne peut pas tout à fait voir, mais vous avez une place au centre d'Arles, ça s'appelle la place de la République, et la mairie voulait installer des fontaines pour essayer en fait, de rafraîchir cette ville, parce que Arles, c'est une ville qui est très touristique, il y a énormément de touristes qui viennent pendant l'été, et il y a un vrai enjeu de rafraîchissement. Sauf que le PSMV a interdit, enfin, par l'intermédiaire des architectes des bâtiments de France, a interdit l'installation de ces fontaines, parce que ces fontaines n'existaient pas initialement. Donc ça a créé un conflit, et la mairie d'Arles a lancé une étude pour essayer de dire, tiens, comment est-ce que je peux transformer cette ville, comment est-ce que je peux adapter ce règlement patrimonial à la chaleur. Ça, c'est une étude qui a été menée donc, en collaboration avec des architectes, avec des groupes aussi qui sont occupés de la médiation avec les citoyens, avec des botanistes aussi pour s'intéresser aux espèces. Je vous ai mis les logos des entreprises juste à droite. La première chose que j'ai faite, c'était d'aller regarder en fait, comment se comporte du point de vue climatique cette ville. Ici, vous avez une simulation de cumul d'ensoleillement. Donc en fait, j'ai étudié la quantité de soleil qui arrive au sol dans la ville d'Arles en faisant une maquette numérique. Et cette quantité d'ensoleillement, c'est sur les périodes de juin, juillet et août. Et ce qu'on voit, en fait, donc, on voit que c'est assez sombre, c'est en gros qu'on a des rues à Arles qui sont relativement étroites. Et ça, c'est positif, parce que en fait, ça veut dire que vous avez des rues qui sont bien ombragées, qui sont en fait efficaces du point de vue de l'ombrage des piétons. Donc un piéton peut marcher à Arles, en fait, peut se promener et être à l'ombre s'il est assez malin et qu'il choisit en gros les bonnes rues, quoi. Par contre,
l'étroitesse de ces rues va faire qu'on a une problématique liée en fait, au dégagement de chaleur. C'est-à-dire que les rues vont avoir du mal à se refroidir. Et c'est ce que vous dit cette seconde simulation, c'est qu'en fait, l'étroitesse des rues va jouer sur en fait, le facteur de vue du ciel et va limiter les possibilités de refroidissement des rues. Et ça peut être confirmé par des mesures qui ont été faites, des mesures de température de surface, donc les thermomètres laser qu'on utilise pour les enfants. Et en fait, c'est des mesures qui ont été faites en pleine canicule, en pleine nuit, à 1h du matin. Vous avez ici à gauche la place de la République. Et pour une température de l'air de 29 degrés, en fait, la température de surface était autour de 30, 31, 32, voire 35 au niveau de rejet de groupes de froid. Donc ça veut dire quoi? C'est que les températures de surface sont supérieures aux températures de l'air. Donc là, les surfaces contribuent à réchauffer l'air. Donc c'est un signe fort d'îlot de chaleur. Autre chose, des cas plus spécifiques, vous avez ici une zone en fait, à Arles entre l'amphithéâtre et les arènes, qui est une zone qui est dans le règlement patrimonial protégée par une contrainte de covisibilité. C'est-à-dire qu'en fait, on doit voir les deux monuments l'un par rapport à l'autre. Et ça, c'est une zone qui est problématique parce que, du coup, en fait, elle est très peu ombragée pour ces questions de covisibilité. Et c'est ce que montre cette simulation. En gros, plus c'est clair, plus vous avez des quantités d'ensoleillement qui sont importantes, et plus l'inconfort en fait, des piétons va être aggravé. Et ça, c'est voilà, encore une fois un problème de blocage patrimonial parce que la réglementation vous dit que vous ne pouvez pas ombrager en fait, ces deux zones-là. Ça fait partie d'un diagnostic qui a été remis à la ville d'Arles pour dire finalement, c'est quoi le problème, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer les choses, quoi. Et une des approches qu'on a essayé d'avoir pour essayer de chercher des solutions, ça a été d'aller voir l'histoire. Vous avez ici une gravure qui montre Arles au 19e siècle. Donc en fait, c'est une ville qui est posée au milieu de l'eau. Vous êtes au bord du Rhône, vous êtes aux portes de la Camargue. Et vous voyez que la périphérie, elle est relativement vierge. Vous avez encore des forêts, encore des prairies tout autour. Aujourd'hui, c'est complètement urbanisé en périphérie. Et une des choses qu'on allait faire, c'est d'aller regarder l'histoire à travers des peintures, des cartes postales, etc. À gauche, vous avez une peinture d'Avignon, 1848, qui montre une des places du marché. Et ce qu'on voit dans cette peinture, c'est que la place était ombragée par une espèce de grand voile d'ombrage que vous voyez suspendu. À droite, vous avez une gravure qui montre Nîmes, pareil, 19e siècle. On voit ces grandes toiles qui servaient à ombrager une place du marché. Ici, on avance encore en temps, fin 19e, Avignon, une des rues, encore une fois, on voit la place des textiles, toutes ces toiles tendues qui servent en fait à ombrager des magasins, qui servent à ombrager des rues, etc. Et on voit une présence comme ça de toute une architecture textile qui est assez importante. On avance dans le temps. Une carte postale d'Arles, début XXe siècle, où on voit ici une ancienne poissonnerie, donc un lieu dans lequel on a des contraintes de température. Et ce qu'on remarque, il y a plein de choses qui sont intéressantes de cette carte postale, c'est déjà... Ici, on a une marquise, donc un élément en débord, sur lequel va être suspendue une grande toile qui sert à ombrager la façade. Et donc, quand on rentrait dans cette poissonnerie à l'époque, on passait sous cette toile et ensuite on rentrait dans le bâtiment. Il y avait comme une seconde peau qui était créée par cette textile suspendu. On voit une autre chose intéressante, c'est l'ouverture des ouvrants sur la façade ombragée du bâtiment. Et quand on regarde le côté ensoleillé, on voit que l'ouvrant est fermé. Donc on peut lire peut-être, c'est une hypothèse, j'étais pas là à cette époque pour le confirmer, mais on peut imaginer que le gérant de ce bâtiment avait l'intelligence d'ouvrir des ouvrants sur une certaine orientation pour essayer de ventiler. Et en fait, on voit tout en haut une espèce de petite coupole. Là, vous avez de la ventilation par effet de cheminée qui se passe. Donc en fait, l'air chaud s'évacue par le dessus. C'est une poissonnerie, il y a des contraintes de température qui sont importantes. Et donc cette carte postale, elle raconte aussi toute une intelligence d'utilisation des protections solaires, des ouvertures. Et elle nous parle en fait d'une forme de protection des bâtiments qui était relativement ancienne et manifestement relativement efficace. À Arles, toujours d'autres cartes postales. On voit d'autres marquises qui sont positionnées devant les bâtiments, qui en fait donnent aussi des informations sur des débords, sur des largeurs, etc. Et quand on zoome sur d'autres cartes postales, alors c'est un travail vraiment d'orfèvre, il faut aller dépouiller des archives et zoomer et regarder un peu les trucs dans le détail. En fait, on voit qu'il y avait aussi ces toiles suspendues devant les magasins. Donc, encore une fois, dans ces magasins, on rentrait, on passait sous la toile et ensuite, on rentrait dans le magasin. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on n'a pas de climatisation. Donc, le moindre rayon de soleil qui passe le vitrage, il ne peut pas être éliminé. D'accord ? Il est, on va dire, c'est définitivement perdu. Donc, la protection solaire est indispensable. Et c'est ce que racontent un petit peu ces cartes postales.
Tout ça, ça a amené justement cette enquête historique, en plus de diagnostic climatique, à réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire à Arles pour essayer de rafraîchir. Et un point qui était important, c'était justement de rafraîchir à toutes les échelles, c'est-à-dire de réfléchir justement à l'échelle urbaine, à l'échelle du bâtiment et à l'échelle même de l'aménagement des espaces extérieurs. Donc on a proposé à Arles une stratégie qu'on a appelée la trame de fraîcheur, assez classiquement, qui se concentre sur différents points de la ville. Et je vais essayer d'évoquer certains de ces points, en commençant par les plus larges jusqu'aux plus particuliers, on va dire. Un des problèmes, c'est qu'on pourrait partir, on a parlé ce matin des plantations, de la place de l'arbre, de l'évapotranspiration, etc. Effectivement, on pourrait dire on n'a qu'à planter à fond dans les villes, sauf que souvent on oublie que les sous-sols des villes sont extrêmement encombrés. Vous avez ici à droite un diagramme, un bloc diagramme qui montre en gros les 3 contraintes de sous-sol qu'on a à Arles, qu'on retrouve dans beaucoup de villes anciennes. On a déjà des réseaux, ça c'est commun à peu près toutes les villes, on a des réseaux de gaz, des réseaux d'eau, des réseaux de fibres qui passent. On a aussi donc à Arles des vestiges archéologiques, c'est-à-dire que parfois on a mis du bitume pour protéger des vestiges gallo-romains parce qu'on n'avait pas envie d'aller fouiller. Et on a aussi, ça c'est un truc un peu courant dans les centres anciens, des caves qui ont été creusées en débord sous la chaussée, qui font que si on commence à aller faire des trous dans le sol, on va potentiellement inonder des caves, vous voyez. Donc, bon, ces caves, elles sont illégales, donc normalement, elles doivent être emmurées au niveau du rez-de-façade, mais elles existent encore, donc ça crée aussi des conflits liés à ça. Donc, on ne peut pas planter comme on veut. Il y a cette contrainte de sous-sol, qui est une contrainte qui est difficile à expérimenter, sauf à aller faire le trou et voir s'il y a effectivement quelque chose, quoi. Donc, c'est assez complexe de dire on va planter massivement. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de blocages liés à ça. Une chose qu'on avait identifiée dans le diagnostic climatique, c'était la présence d'un vent du sud. Alors bon, vous avez ici la rose des vents pour le mois de juillet. Ce qu'on voit tout en haut, c'est le Mistral. À Arles, vous avez ce Mistral qui vient sur l'axe nord-nord-ouest à peu près toute l'année. Par contre, se passe dans les mois de juin, juillet, août, on a un vent du sud qui est souvent un vent qui apporte parfois la pluie, qui est un vent marin. Et ça, on a pu l'identifier donc sur la rose des vents, on a pu l'identifier par des mesures dans certaines rues qui étaient orientées parallèlement à ce vent, et on a aussi pu étudier des noms de rues qui renvoyaient en fait à ce vent. Ici, j'ai entouré la rue de la Porte de l'Or. L'Or, c'est le nom du vent du sud en fait dans le folklore provençal. Et en fait, ici, donc ça nous indique que cette rue de la Porte de l'Or, c'est la rue d'entrée du vent. Et ici, par le nom, on a une indication du fait que la rue est potentiellement bien ventilée. Donc ça, c'est un truc important aussi. Aller voir le nom des rues peut aussi informer sur des qualités climatiques de ces rues. Typiquement, on a beaucoup de rues glaciaires, par exemple, dans certaines villes. C'est des rues qui sont souvent parfois face au Mistral ou face au vent dominant en hiver. Alors, ce n'est pas les rues de la glacière, c'est les rues glaciaires, vraiment. Ça, on en trouve pas mal. Ou les rues froides, parfois, on a ça. Autre chose d'identifier pendant le diagnostic, c'était la présence d'un canal qui passe vraiment au sud de la ville, qui s'appelle le canal de Craponne, qui est un canal qui va irriguer toute la plaine de Crau. Et ce canal est enterré, est vraiment recouvert sur toute la partie sud de la ville, parce que ça a été urbanisé à proximité. Et un des axes forts, vraiment à grande échelle, qu'on a proposé à la ville, c'était de dire, tiens, on peut ouvrir ce canal parce qu'on a des tronçons plus ouverts qu'on peut voir vers l'ouest, et en fait déjà profiter de la fraîcheur qui va être amenée par la présence de l'eau et par la présence de la ripisylve pour déjà avoir un point de fraîcheur ici intéressant. Et une des hypothèses qu'on a soumises à la ville, c'est une hypothèse parce que il faudrait l'investiguer avec des simulations de CFD ou des simulations plus poussées, c'est que la fraîcheur qui pourrait être créée au niveau de ce canal de Craponne pourrait remonter par l'intermédiaire de la rue de la République, c'est la flèche bleue que j'ai tracée, jusque sur la place de la République qui est entourée en rouge, qui est la place patrimoniale sur laquelle on peut strictement rien faire parce que y a des contraintes, c'est la place des férias, donc on peut pas rien mettre, etc. Donc l'idée c'était de dire tiens, comment est-ce que je peux créer de la fraîcheur et éventuellement chercher à transporter cette fraîcheur à proximité sous l'effet de ce vent du sud qui remonterait. C'est une hypothèse, donc c'est pas vérifié et c'est complexe à vérifier parce que ça demande de la simulation un peu poussée et ça reste pour l'instant vraiment une proposition. Ça c'est en plan. Ça, c'est en coupe. Donc, tout à droite, vous avez le canal de Craponne qui serait ouvert. Ça remonterait comme ça dans la rue et ça irait jusqu'à la place de la République. Une hypothèse aussi, ça c'est vraiment un truc qui est vraiment empirique pour l'instant parce qu'il y a très peu de papier là-dessus, c'est l'idée que si on crée un point froid dans un endroit et un point chaud à proximité, on pourrait créer éventuellement des petites brises thermiques très locales. Ça, pareil, c'est hypothétique. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, il y a encore très peu de travaux, malheureusement. Ça demande, en termes de simulation, des outils de simulation qui sont assez poussés. Donc, malheureusement, c'est complexe à vérifier, on va dire. Mais c'est aussi une hypothèse qui a été proposée, de dire, tiens, on peut travailler sur augmenter le gradient entre différents espaces pour éventuellement essayer de créer des brises. Mais c'est une hypothèse.
Autre chose qui a été, donc là c'est vraiment à plus petite échelle, une chose qui a été investiguée, c'était donc par exemple je vous ai évoqué le cas de ces caves qui étaient enterrées sous la chaussée, et en fait elles donnent sur les rues par l'intermédiaire de ces soupiraux, ça on en voit dans pas mal de villes, et un des gros problèmes de ces caves, c'est que souvent elles ont été cuvetées avec du béton. Donc en fait, on a perdu, donc déjà ça crée des problèmes de pathologie des bâtiments parce que l'humidité va remonter dans les murs et va créer des dégâts. Mais en fait, donc, une des choses qu'on a poussé, c'était de pousser les services à contrôler un peu plus ces caves et contrôler le fait que on reste sur la terre battue pour garder de l'évaporation, parce que l'évaporation dans ces caves va contribuer en fait à maintenir une température relativement homogène sur toute l'année, et ça en été c'est bénéfique. Alors ça crache pas de l'air froid comme j'ai dessiné ici, hein, c'est un peu exagéré. Par contre on a une sensation de paroi froide à proximité de ces soupiraux. Et très bêtement, on pourrait comme ça signaler en fait ces points de fraîcheur aux touristes simplement en intégrant du mobilier. Et ça c'est aussi un point important, c'est que du coup on peut travailler à très grande échelle sur le canal de Craponne, mais aussi sur des choses beaucoup plus ponctuelles, vraiment à l'échelle du microclimat, pour dire tiens voilà tel piéton, vous pouvez vous mettre ici, vous aurez au moins le dos au frais, quoi. Autre chose encore à l'échelle bâtimentaire sur lequel on a pu travailler, c'était la présence, en fait, en documentant encore une fois, en allant voir des vieilles peintures, la présence de crochets qu'on a pu observer sur certaines peintures. Et ces crochets, en se renseignant auprès de spécialistes du patrimoine, on s'est rendu compte qu'ils servaient à suspendre ce qu'on appelle des stores en sparte, c'est-à-dire des stores qui sont fabriqués avec des roseaux. Donc le roseau, c'est une ressource en plus qui est abondante en Camargue. On a encore quelques sagneurs qui sont les gens qui ramassent les roseaux et qui fabriquent ce qu'on appelle le paillasson de Sagne, c'est-à-dire des rouleaux de roseaux. Et une des idées qu'on a proposées à Arles, c'était de dire tiens, ces crochets, il en subsiste quelques-uns encore à Arles, mais il faudrait arriver à les valoriser, à les restituer, pour en fait remettre en place ce genre de protection solaire qu'on trouve, on voit encore aujourd'hui en Espagne, hein, ce genre de choses, les alicantines, tout ça, mais à Arles ça a complètement disparu, et on a essayé de dire tiens, on pourrait revaloriser ces stores en sparte, valoriser en plus les ressources locales que sont le roseau de Camargue, pour essayer de protéger les bâtiments contre la chaleur. Ça marche sur les orientations, sur toutes les orientations, ça marche sur les ouvertures, mais aussi sur les façades. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que un des intérêts de ces techniques, c'est qu'elles permettaient aussi d'ombrager des façades, ce qui est un truc qui est parfois un peu contre-intuitif. Et l'idée générale de cette étude, qui a été rendue donc, il y a un peu plus d'1 an à la ville, aujourd'hui, pour vous dire, la ville est en train de travailler à la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur, donc du plan patrimonial, pour essayer de faire bouger certaines choses. Typiquement, les questions d'ombrage sur la zone entre les arènes et l'amphithéâtre, là, ils sont en train de faire un appel d'offres pour faire bouger les choses. Donc là, le travail est vraiment en cours. Mais le message général de cette étude qu'on a essayé de transmettre à la ville, c'est de se dire, finalement, aujourd'hui, on a l'impression que le patrimoine vient bloquer l'évolution des villes, l'adaptation des villes à la chaleur, alors qu'en fait, si on s'intéresse vraiment à l'histoire des villes méditerranéennes, et même l'histoire des villes en général, en fait, il existait un patrimoine de protection contre la chaleur qui a disparu et qui devrait être restitué. Et donc, d'une certaine manière, le message était de dire on pourrait faire jouer le patrimoine contre le patrimoine. On pourrait dire, pour des raisons patrimoniales, il faut faire évoluer les villes, et on peut le faire en valorisant des stratégies de protection solaire, des stratégies d'ombrage, etc., qu'on peut documenter encore par l'intermédiaire de témoignages, par l'intermédiaire d'enquêtes sur des cartes postales, etc. Ça, c'était vraiment un message un peu fort, c'est de dire, essayons de retourner la contrainte patrimoniale pour dire, finalement, aujourd'hui, on a dégradé tout un patrimoine, on a détruit un patrimoine immatériel ou banal de protection contre la chaleur. Et donc ça permet aussi de lever des freins sur, finalement, non, la ville, elle était comme ça et pas autrement. En fait, c'est faux. Tout ce patrimoine qu'on observe dans les cartes postales, c'est un patrimoine qui a disparu, qui est aujourd'hui un peu négligé d'une certaine manière. Un patrimoine qui était un peu considéré comme banal ou commun, quoi. Et donc, voilà, parmi les choses qu'on pourrait dire, à droite, vous avez ce qu'on appelle le volet à double lame croisée. C'est un volet qu'on trouve à Arles, qui est un volet qui est en fait à double épaisseur de bois, qui est plus isolant qu'un volet classique. Et ce volet à double lame croisée, il a sa pertinence en termes de protection solaire, comme toutes les solutions qu'on peut utiliser par ailleurs, les brises soleil plus modernes qu'on peut trouver dans les bâtiments, par exemple en zone tropicale, comme plein de choses. Et donc, l'intérêt, c'est aussi de défendre les qualités thermiques et bioclimatiques de ce bâti patrimonial. Et je voulais terminer par 2 phrases, moi, d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gilbert Simondon, qui m'a inspiré dans mon travail et qui m'inspire souvent. Donc Gilbert Simondon qui a travaillé sur des techniques dans les années 60-70. Et il dit ceci, Simondon, les techniques ne sont jamais complètement et pour toujours au passé. Et il complète en disant,
il faut apprendre non seulement à inventer du nouveau, mais aussi à réinsérer l'ancien, à le réactualiser pour en faire un présent sous l'appel de l'avenir. Et je trouve ça vraiment super intéressant aussi de se dire qu'aujourd'hui, dans une logique d'innovation qui est poussée un peu à l'extrême, on doit être capable de faire ce qu'on appelle de la rétro-innovation, c'est-à-dire de prendre des techniques pertinentes qui existaient par le passé et qui ont leur légitimité du point de vue d'adaptation au changement climatique. Voilà, je vous remercie.